Vendredi 15 mars 2019, c'est le dernier numéro du Grand Rendez-vous. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous préférer. Quel temps fera-t-il demain? On le découvre ensemble avec la météo. La carte postale ce soir nous amène dans le département de l'Adonga. Bonsoir aux populations de Waké. Nous avons 4 rubriques au menu ce soir. Journée internationale des droits des consommateurs, c'est bien ce jour 15 mars. Et dans la rubrique Expert, nous recevons un président d'association de consommateurs pour revenir bien sûr sur la situation du consommateur béninois. Ces droits sont-ils respectés? Vous le saurez dans un instant. Beaucoup de voix s'élèvent contre la Convention sur l'Union de protection des obtentions végétales modifiées au Bénin. Eh bien, certaines organisations non gouvernementales partagent aussi cet avis. Pourquoi ce refus des ONG? La réponse avec l'invité de Nature et Bien-être. Retour sur la société des masques en Afrique. Une certitude demeure. De nombreux Africains ne sont pas prêts à faire fi des traditions liées aux masques. Et d'aucuns s'en remettent même à eux pour le règlement des conflits. On en parle dans Horizon Culture. Vivre bien, cela se décide. Et le cadre de vie y contribue grandement. Fulgencia Rotondi et son invité partageront avec nous dans Beauté au pluriel des astuces pour rendre notre intérieur beaucoup plus beau. Vous le savez, le grand rendez-vous, c'est aussi le journal. Ce soir, nous sommes avec Ulvaeus Balogun. Ulvaeus, bonsoir. Bonsoir Agnat Bello. Nous vous laissons pour la présentation des titres. Merci à vous Agnat. Vous ne le savez peut-être pas, mais la transformation sanguine, souvent proposée en cas d'anémie, sauve des vies humaines et améliore la santé. Mais il est de plus en plus difficile d'y avoir accès à cause de l'indisponibilité du sang. Et des acteurs sanitaires réfléchissent déjà à changer la donne. Les changements climatiques, notamment la précocité de la saison des pluies et la culture des produits maraîchers ne font pas bon ménage. De nombreux maraîchers se plaignent déjà de cette situation. Et enfin, notez que le débat se poursuit autour des OGM, organismes génétiquement modifiés. Certains trouvent qu'ils améliorent la production et d'autres estiment par contre que c'est un danger pour l'environnement. Vous en saurez davantage ce soir. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de ce soir. Agnat Bello. Merci à vous, Ulvaeus Balogun. On a hâte de vous retrouver à 19h45. En attendant, nous démarrons avec le premier plateau, l'expert. Droits des consommateurs entre utopie et réalité, nous en parlons sur l'Expert avec Ernest Gbagidi, il est président de l'Association des consommateurs. Bonsoir. Bonsoir Madame la journaliste. Comment vous allez? Très bien, très bien. Alors on vous voit défendre les intérêts des consommateurs, mais avant tout on veut comprendre, est-ce que les consommateurs béninois ont réellement des droits? Oui, tous les consommateurs au plan mondial ont le droit. Pourquoi pas le consommateur béninois? Parce que le droit des consommateurs, bien que
le premier combat n'est pas sans racine au Bénin. Et quand même, cette approche a pu gagner tous les continents du monde. Et je voudrais rappeler que c'est depuis les années 62 que le président John Kennedy qui a constaté que l'économie d'un pays prend appui sur la consommation. Et les consommateurs, malheureusement, ne sont pas écoutés, ne sont pas respectés dans le droit. Et il avait déjà pensé à une législation qui pourra mieux les protéger. Et après, au niveau des Nations Unies, la question a été débattue. Déjà, en 1985, il y a déjà les principes directeurs des Nations Unies sur la protection des consommateurs, qui a été révisé 2 fois déjà, en 1999 et en 2015. D'accord. Et dans ces principes directeurs, vous aurez constaté qu'un accent a été mis de manière particulière du moins, sur la nécessité de respecter les droits légitimes des consommateurs. Justement, en parlant de ces droits légitimes, est-ce que le consommateur béninois sait qu'il a des droits? Justement, le consommateur béninois, on pourrait penser qu'il ne sait pas, si vous voyez comment les lois et les textes sont vulgarisés au Bénin. Et c'est ce que nous essayons de faire. Mais vous savez, le citoyen, il a priori, n'a pas besoin de savoir s'il est protégé, mais c'est l'État qui le protège. Et c'est pourquoi, Pour vous, l'État devrait le protéger de facto. De facto, et c'est fait, du point de vue réglementaire, vous aurez constaté que le droit de consommateur est une extension du droit pénal. Parce qu'on assiste à des conflits, des litiges commerciaux. Quelqu'un qui fabrique de faux médicaments et qui met sur le marché, il est poursuivi par la loi. Vous aurez constaté aussi que quand vous contractez avec un opérateur qui est dans la distribution des chaînes de télévision, vous achetez un bouquet de fleurs et de chaînes, et il modifie à votre insu, alors que vous êtes contractant, le droit des consommateurs vous défend. Le droit des consommateurs, c'est aussi un droit civil, pourquoi pas le droit de l'homme. D'accord. Parce que ça met l'accent sur l'accès des produits de première nécessité. Alors, comment est-ce que le consommateur béninois alors fait pour pouvoir faire respecter ses droits? Nous avons la chance d'avoir au Bénin la loi 2007-21 portant protection des consommateurs. Je dis ça parce que nous sommes dans un état de droit. Il faut d'abord que le consommateur reconnaisse qu'il y a un droit qui le protège. Maintenant, la loi a été votée, il faut des tests d'application. Malheureusement, cette loi n'a pas connu d'évolution, des tests d'application. Mais nous, au niveau des organismes de consommateurs... Qu'est-ce qui explique cela d'abord? Mais vous savez... Le fait qu'on n'ait pas évolué? Non, le fait de... Je dis tout vient de l'État. Les tests d'application, ce n'est pas nous. Nous, on a fait tout ce qui est de notre pouvoir pour attirer l'attention du dirigeant sur la nécessité de prendre des tests pour protéger le citoyen. Et parce que c'est l'État qui est garant de la santé, de la sécurité des populations. Ce n'est pas nous. Oui. Donc, nous accompagnons l'État à faire respecter les normes de qualité dans tous les domaines d'activité. Donc, en principe, nous sommes une ratification sans être l'appendice de l'État, bien entendu. Nous avons effectivement notre indépendance vis-à-vis de l'État. Mais tout ce qui doit, de manière réglementaire, protéger le consommateur dans les tests secondaires, c'est l'État qui doit prendre. Mais je dois vous dire, pendant longtemps, on nous a dit que nous sommes un pays à économie fiscale. L'État a besoin de protéger les entreprises. Il a aussi besoin de protéger le consommateur. Alors voilà un pays, nous avons une loi qui est censée protéger les consommateurs, mais nous n'avons pas de tests d'application. Est-ce que cela vous limite justement dans votre rôle de défenseur de ces droits des consommateurs? Non, ça ne nous limite pas parce que j'avais dit que c'est aussi du droit pénal. Et vous aurez constaté que le Code de procédure pénale qui a été voté tout récemment a prévu à son article 4 déjà que les organisateurs de consommateurs ont la possibilité désormais d'ester en justice tout opérateur économique, tout commerçant qui aurait voulu tordre le cou à la loi, brimer le consommateur dans ses droits. Donc, ça veut dire qu'il y a eu un peu d'évolution. Il reste que nous-mêmes, dans notre activité, nous trouvons un mécanisme pour sensibiliser les consommateurs sur leurs droits et leurs devoirs aussi, pourquoi pas, les deux vont de pair. Et vous aurez constaté que cette année, le terme de la journée, c'est les produits connectés de confiance. Pourquoi? Vous avez votre smartphone, vous avez des jouets et vous avez des montres, tout ça là est connecté. Mais est-ce que ces produits sont vraiment accessibles? Est-ce qu'il y a la confidentialité, il y a la protection des données? Est-ce que c'est garanti? Est-ce qu'il y a la transparence? D'accord. Qu'est-ce qui peut nous dire aujourd'hui que le malvoyant qui utilise sa montre, qui doit, par vibration, avoir les informations balancées sur son clavier braille pour que lui puisse... Est-ce que, quelque part, ces informations ne sont pas collectées ailleurs? Vous aurez constaté que vous connectez votre smartphone à une imprimante.
Vous avez d'antivirus sur votre smartphone peut-être, mais l'imprimante ne l'a pas. Donc, vous êtes conscient. Donc, c'est vous dire est-ce que nous sommes en sécurité. En sécurité. Donc, c'est sur ça que nous voulons discuter. On penserait quand même que le problème de sécurité a été levé ici au Bénin avec le code, le nouveau code. Mais le code est venu nous protéger. Mais est-ce que ça veut dire que les appareils sont sécurisés? Le code est venu dire simplement... Qui devrait s'en assurer? Non, mais ça, c'est pourquoi nous accompagnons le législateur et les fabricants et en leur disant attention, ce que vous mettez sur le marché, il faut nous donner la garantie de ce que ça nous protège, ça nous profite. Il faut une certification sécurité. Oui, il faut sécuriser, il faut normaliser d'abord, parce qu'il faut le fabriquer sur la base d'un référentiel. Mais la normalisation au plan juridique, c'est les tests que nous prenons. Donc, nous nous battons pour que ce dernier consommateur qui n'a pas la possibilité qui n'a pas a priori le droit de recours, parce que c'est ce qu'il pense, nous souhaiterons que déjà en amont, qu'on prenne des mesures pour le sécuriser. Alors, vous êtes le défenseur des sans-voix, comme on le dit, mais pour beaucoup de fois où vous avez pris des motions, décidé d'une façon de sanctionner telle ou telle autre structure qui brimerait le droit des consommateurs, on a l'impression que les consommateurs ne suivent pas toujours la danse. Non, justement, ça, c'est le consommateur béninois, il faut reconnaître, il est trop passif. Il est trop passif et il veut qu'on fasse tout à sa place. Non, vous voyez dans les autres pays, et seulement, vous verrez que c'est seulement quand il s'agit de la politique, tout le monde s'y intéresse. Vous voyez combien de fois, excusez-moi, nous perdons. La politique ne nous apporte rien. Ce qui est à nous-mêmes, en tant que consommateurs, nous ne le suivons pas. Puisque nous consommons vous consommez tous les jours, on vous grille tous les jours, mais vous préférez faire des débats politiques. Et c'est ces politiques-là qui devraient pouvoir mettre en place le mécanisme qu'il faut que vous sécuriser qu'ils ne le font pas. Mais quand il s'agit de leur intérêt, ils vous distraient, ils vous détournent de l'attention. Donc, c'est vous dire que nous sommes là, effectivement, comme vous avez dit, pour pousser le consommateur à être plus exigeant. Mais en quoi faisant? Vous sensibilisez, vous vulgarisez? Qu'est-ce que vous faites pour que le consommateur béninois soit beaucoup plus regardant en ce qui concerne ses droits? Non, évidemment, vous savez, vous ne direz pas moins. Bon, vous avez reçu plusieurs fois sur ce plateau déjà. Non, nous faisons beaucoup de sensibilisation. C'est vrai qu'on ne nous sent pas, mais nous agissons. Vous aurez constaté que l'autorité de régulation a pu décider la fois dernière pour sanctionner un opérateur de téléphonie mobile. Mais c'est parce que nous avons exercé la pression sur l'autorité. Mais ce qui se passe là, ça dessert le consommateur. On abuse du consommateur. Oui, mais souvent, quand vous parlez avec l'opérateur de téléphonie mobile, on a l'impression que c'est encore le consommateur, in fine, qui paie pour non, pas du tout. Les 1 milliard qui vont payer là, c'est le consommateur. Mais c'est parce que c'est ce qui est pris sur le consommateur qu'on veut retourner dans la caisse de l'État. Donc, on ne retourne plus ça au consommateur. Non, justement, non, c'est ce que les tests ont prévu. Même moi qui suis ici, si il a été établi qu'il y a des points de distribution de produits de mauvaise qualité ou bien un service qui n'est pas conforme, et je poursuis cet opérateur économique et on me dédommage, ça ne rentrera pas dans ma poche. Mais dans la poche de l'État. Dans la poche de l'État. Parce qui que est censé redistribuer les projets après. sociaux, les projets sociaux, les mécanismes qui seront mis en place pour sécuriser la chaîne de consommation, c'est l'État qui le fait. Le contrôle du marché, c'est l'État qui met les moyens. Donc, je peux être d'accord avec vous, si les structures régaliennes qui doivent se charger du contrôle, de la surveillance du marché, ne le font pas comme il se doit, le consommateur a le droit de d'hausser le ton et d'exiger que ce soit fait pour qu'il soit protégé. Alors, pour vous, le premier défenseur des consommateurs, c'est encore le consommateur lui-même, mais là, on a en face un consommateur qui est passif. Comment on fait alors pour respecter le droit des consommateurs? Non, mais je crois que, vous savez, le Bénin, il est venu... il est en dernière position presque dans ce combat-là. Les pays qui ont compris et les gens sont exigeants ne se sont pas levés du jour au lendemain. Donc moi, j'excuse encore le consommateur. Je continue de dire qu'il ne comprend pas encore tout le mécanisme. Donc nous ne serons pas fatigués de continuer à sensibiliser. Et c'est pourquoi nous utilisons les deux approches. Pendant que nous sommes en train de sensibiliser, nous essayons d'agir en amont. Les instances de décision, d'accord, nous préférons aussi agir là-bas pour apporter notre voix afin que le préjudice qu'on aurait pu causer au consommateur, que ce soit déjà amorti là-bas. Mais au cas où, malgré tout ce qu'on aurait fait, ça va descendre, nous sommes encore là pour les accompagner maintenant en sortant les tests qui nous protègent pour demander aux gens de réparer le tort qu'ils ont causé aux consommateurs. D'accord, mais comment se fait la discussion avec les structures justement qui sont en place et qui sont dans la distribution, dans des produits de consommation de première nécessité? Comment vous discutez avec eux pour que dans leur politique à l'interne déjà, ils prennent en compte les droits des consommateurs? Non, je crois, c'est pourquoi je vous ai dit non, moi, ce que nous sommes en train de faire, c'est de faire la promotion de la qualité pour apporter de la traçabilité à ce qui se fait. En fait, tout se passe à ce niveau.
Et c'est pourquoi je salue la politique qualité qui a été adoptée déjà au Bénin. Si on peut en faire une exigence et dire même que les entreprises qui ne vont pas rentrer dans cette démarche n'auront pas la chance de capter les gros marchés, ce serait une manière de protéger le consommateur. Parce que là où il y a la qualité, il y a la traçabilité. Ça peut réduire un peu. Maintenant, convenez que nous, on ne peut pas aller directement vers les entreprises. C'est sûr. Et la loi ne nous autorise pas à réaliser. Et c'est pourquoi nous passons toujours par les structures régaliennes. Mais vous connaissez, l'État, le fonctionnaire béninois. Donc, nous avons aussi un frein à ce niveau. Mais cela peut se comprendre. L'opérateur économique, il n'est pas moins puissant. Si lui peut tenir l'État, il va le tenir. Donc, ils exercent la pression et pour donner l'impression qu'on est en train de les empêcher d'amener de l'argent à l'État. Et l'État étant frileux devant l'argent, à un moment donné, on n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Si vous permettez, nous allons revenir un peu sur ce mécanisme de défense justement du droit des consommateurs. Quel est le mécanisme mis en place par les associations des consommateurs pour défendre les consommateurs? En principe, quand vous avez un souci, il y a deux voies. J'ai dit, le Code de procédure pénale vous donne le droit d'aller directement à la justice. Vous-même en tant qu'individu. Deuxième chose, vous pouvez saisir une organisation de consommateurs. L'association de consommateurs, à un premier niveau, là, va saisir l'instance de régulation du secteur. Si c'est la télécommunication, si c'est l'énergie, nous saisissons l'instance de régulation pour voir s'il peut y avoir d'arbitrage. Puis sur le consommateur, ce n'est pas qu'on aille enfermer quelqu'un, il suffit qu'on répare le préjudice. Oui. Voilà. Donc, on essaie de voir un niveau de règlement. Si ce n'est pas fait, alors nous pouvons aller en ce moment au tribunal. Mais très souvent, et ce qui nous embête, il arrive que des consommateurs vous saisissent. Vous enclenchez le processus, mais à un moment donné, je donne un exemple, ça fait un peu mal, ça me fait mal. Une dame qui vient d'accoucher, qui a déposé son bébé à la crèche. Quelques heures après, on l'appelle pour dire, il y a une situation. Elle vient, on lui donne un cadavre de bébé. Elle nous saisit, nous dit, mais comment une crèche peut se comporter de cette façon? On va enclencher le processus. 2 jours après, elle se pointe avec son mari et dit, mais il faut laisser, nous sommes d'une obédience religieuse. Oui. On nous a dit. Que c'est Dieu qui Mais quand vous êtes en face des consommateurs de cette trempe, ça vous décourage. Mais malgré ça, nous, on s'est dit, comme il y a des situations de gens qui se présentent dans ces crèches, nous sommes montés alors à un niveau plus supérieur pour dire de faire un contrôle systématique de ces structures-là pour protéger les autres qui n'auraient même pas le courage d'aller nous saisir. Ernest Gouaguidi, c'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Le temps qui nous est imparti est terminé. Avec vous, on a fait un peu un tour d'horizon sur la situation du consommateur béninois. Les droits existent bel et bien, mesdames et messieurs. Donc, à vous de tout faire pour les faire respecter, tout en respectant bien évidemment la loi. Nous passons à présent à une autre rubrique, Horizon Culture. Horizon Culture, ce soir, nous parle des masques en Afrique et de leur rôle dans la gestion des conflits. Mais avant, je vous invite à suivre ce petit extrait que nous propose Jennifer Sativi. C'est plus ou moins comme un passeport. Un passeport parce qu'il est porté d'une identité culturelle particulière. Et un masque guélédé, et la tête d'un masque guélédé que je vais retrouver au Burkina Faso, je saurai immédiatement d'où ça vient. Et même quand vous rentrez au niveau de la grande société des masques guélédés, vous verrez qu'en fonction de chaque village, il y a une particularité, que ce soit au niveau des arts du spectacle, que ce soit les pratiques rituelles et événements festifs, que ce soit les connaissances concernant la nature, que ce soit les arts traditionnels, et enfin que ce soit donc les langues et expressions orales, et quand les masques se manifestent, on retrouve tous ces éléments. Les pratiques continuent, les funérailles continuent, aussi bien chez les Bobos, même chez les Bambara, les rites agraires. C'est des choses qui font partie de notre identité, c'est-à-dire de nous-mêmes. En les abandonnant, on devient autre chose. Wassim Gaba qui travaille de commun accord avec Jennifer Sativi pour nous proposer de très bons sujets, autant en reportage qu'en plateau. Jennifer Sativi, bonsoir. Bonsoir Ania. Avec vous ce soir, on revient encore sur les masques en Afrique, mais là ce soir on parle du règlement des conflits. Je ne suis même pas sûre que tout le monde sait que c'est possible de régler des conflits avec les masques ici au Bénin. Beaucoup de gens ne savent pas. Mais en fait, les masques, on s'en sert parfois dans la gestion des conflits. Donc, pour en parler, nous sommes avec Marcel Zounon. Bonsoir. Bonsoir.
Il est le acteur culturel et promoteur du Festival international des rituels et danses masquées. C'est un plaisir de vous avoir avec nous sur ce plateau. Merci beaucoup. Pour commencer, je vais vous demander quels sont les attributs des masques. Ben, les attributs des masques sont nombreux. Comme vous devez le savoir, la société africaine est bien organisée, bien hiérarchisée. Et au nombre des attributs des masques, on peut dénombrer que les sociétés de masques apportent beaucoup à la société en termes de règlement de conflits, puisque le thème principal de la causerie serait là, en termes de médiation, en termes de communication, en termes de guérison par la maîtrise des plantes. Je dirais que les attributs des sociétés des masques se retrouvent dans tous les domaines de la vie sociale et économique, parce que par les masques, nos aïeux ont pu quand même mieux organiser leur environnement, et aussi, surtout avec le Zangwétor pour le Bénin, il a l'attribut de garder la cité, il a l'attribut de régler des problèmes également au niveau des communautés, et anciennement, il était le justicier au moment où l'administration coloniale n'était pas implantée dans notre pays. C'est dire que les sociétés de masques, quand on parle de masque, les gens voient que peut-être la tête, le masque objet, mais en réalité, c'est tout un ensemble, c'est un savoir, c'est un savoir-faire, c'est un savoir-vivre, c'est un savoir adorer, c'est le spiritualisme, c'est le cultuel. Donc, c'est une totalité quand on parle de masque. On aura compris. Mais quand on parle de gestion de conflits, on se demande sûrement comment les masques arrivent à gérer les conflits. Parlez-nous un peu du procédé. Oui, vous devez savoir que anciennement, dans les sociétés traditionnelles africaines, on n'avait pas tout ce mécanisme-là qui réglemente la vie sociale qu'on retrouve aujourd'hui dans les sociétés modernes. Mais dans les sociétés traditionnelles, ils arrivaient quand même, lorsque un masque sort. Je prends l'exemple du Bénin avec les masques Egungun. Lorsque un masque Egungun sort dans une maison, dans une collectivité, et qu'il y a des malentendus au sein de la communauté, le masque, le porteur du masque et des personnes âgées qui sont préparées, qui sont impartiales, s'asseyent autour d'une question de mésentente peut-être dans le village, et ils arrivent à trouver la solution. Sans le masque, si les communautés n'arrivaient pas à trouver la solution de médiation pour régler une mésentente ou un conflit prononcé, ou même conflit armé, avec écoulement de sang et tout, quand le masque sort, toutes les parties impliquées dans le conflit s'asseyent et trouvent un compromis. Quand le masque prononce la sentence, il n'y a plus rien à faire, c'est sans recours. Toutes les parties prenantes respectent. Et si vous ne respectez pas, ce qui vous arrivera, vous serez responsable de ça. Responsable de ça. Donc c'est compte tenu de son poids culturel, en fait. C'est ça qui influence. Exactement. Non, mais me demande si ce n'est que ça, parce que vous avez donné l'exemple du culte Egungun, mais parlons un peu du Zangwétor à Porto Novo, ou le Zangwétor à Cou et Pion sur rue. Dans certaines familles où le culte est pratiqué, c'est même avec ce masque-là qu'on définit l'enfant qui a mal agi, la femme qui a mal agi, l'homme de la famille qui n'a pas bien représenté sa famille. Même des conflits entre individus, parfois, vous voyez, on met je sais pas, comment on appelle ça déjà? Il faut m'aider. Les feuilles, vous voyez les feuilles tout autour qui montrent qu'il y a un règlement en cours. Oui, mais vous devez, comme je l'ai dit, j'ai juste pris l'exemple du masque Egungun. Dans toutes les sociétés africaines, que ce soit au Bénin,
vous prenez n'importe quelle société de masques, les sociétés de masques qu'on retrouve en Côte d'Ivoire, ou même les sociétés de masques Dogon qu'on retrouve au Mali, lorsqu'il y a des conflits, les parties prenantes autour du masque, qui est peut-être le représentant de l'aïeux principal de la communauté, quand ils réunissent toutes les parties prenantes, toutes les parties antagonistes, et quand la sentence tombe, que ce soit dans le bon sens ou le mauvais sens, il est respecté par tous les membres de la communauté. Aujourd'hui, nous avons constaté en 1982, et du côté du Sénégal, à Casamance, par exemple, il y a eu beaucoup de conflits. Mais les mécanismes de règlement de conflits, même mis en place par la communauté internationale, n'ont pas pu ramener toutes les parties autour de la paix. Mais ils ont été obligés d'interroger les sociétés traditionnelles endogènes africaines pour que ces derniers puissent aider à régler le problème d'incompréhension qu'il y avait au sein des communautés. Oui, mais est-ce qu'ils arrivent toujours à régler le problème? Est-ce que parfois, quand ils essaient quand même, est-ce que ça n'échoue pas parfois? Est-ce qu'il n'y a pas de risque? Mais ce que je vous dis pour les sociétés traditionnelles, c'est pour ça. Nous sommes en train de travailler à sauvegarder ces pratiques. Pour les sociétés traditionnelles, lorsque le problème se pose, on amène tous les protagonistes autour de la table. On les écoute. Les aînés qui maîtrisent les dossiers et qui sont impartials, et ils se prononcent, ils font les propositions. Mais lorsque le masque, lui, il arrive et dit, voilà le chemin à suivre, c'est fini. Tout le monde respecte. Pourquoi ne pas revisiter ces pratiques traditionnelles qui permettent au moins de concourir vers un monde de paix, que de pouvoir toujours dire que non, ces pratiques sont rétrogrades et qu'on aura des mécanismes nouveaux, mais ces mécanismes aussi n'ont pas toujours gain de cause par rapport aux questions de règlement de conflits dans les différentes sociétés. D'accord. Et est-ce qu'il y a un travail qui se fait en amont? Est-ce que les masques viennent directement ou est-ce qu'ils prennent par des messagers? Comment ça se fait? Non, et comme je vous l'ai dit, quand le problème est prononcé, il y a d'abord des règlements, de petits règlements qui s'opèrent. Intermédiaires entre les communautés. Si à l'étape numéro 1, par exemple, ils n'arrivent pas à trouver la solution, l'étape 2, ils n'arrivent pas, l'étape 3, ils n'arrivent pas, quand le masque intervient, là, c'est terminé. C'est comme ce qu'on appelle ici la Cour constitutionnelle. Et lorsque les gens sont en conflit et qu'ils ne s'entendent pas, mais que la Cour constitutionnelle dit, voilà le chemin à suivre, plus personne. Le masque, il s'exprime. Il s'exprime parce que c'est, comme je vous l'ai dit, quand il est assis, on ne voit pas que ce qu'il porte sur le visage, mais c'est tout un savoir autour. Et la parole du masque est une parole sacrée et elle est individuelle, on ne la touche pas. Quand elle est prononcée, elle est prononcée. Celui qui ne veut pas respecter, il ramasse les pots cassés. Mais je me demande, comment s'assurer de l'impartialité de ce règlement de conflit-là par les masques? Oui, il faut reconnaître que avant d'aller au règlement, il y a des rituels qui se font. On ne maîtrise pas toujours tout le contour, parce qu'ils interrogent parfois la géomancie, le Fa, et ils interrogent parfois des divinités, et ils font toutes ces pratiques avant de prononcer la sentence. C'est ce qui fait que quand la sentence est prononcée dans un ou dans l'autre camp, les deux camps se remettent et puis plus personne ne revient plus sur ça. D'accord, mais est-ce que la tension tombe après? Oui, la tension tombe naturellement. Parce que si la sentence est prononcée et que tu n'es pas d'accord, si tu dois réagir, on ne sait par quelle alchimie, il y a des difficultés qui t'arrivent dans tous les sens. Parce que les normes sociales sont respectées, les normes spirituelles sont respectées, et quand le masque se prononce,
il n'y a plus rien à dire. D'accord. Le temps qu'on nous a donné est imparti. On aurait voulu développer plus. Ah oui. Mais si vous permettez, Agnès, juste avant de partir, je vais poser une question à M. Marcel Zounon. J'aimerais savoir, en fond, comment on peut appeler le masque? Bon, ça va être le masque. Il y a plusieurs types de masques au Bénin. Mais pour résumer, je ne sais pas à qui on donne quand même là-bas. Je ne sais pas, bien dégoulé. Donc il n'y a pas un thème précis. Je ne sais pas, les linguistes pourront nous aider. Voilà. On va faire appel au professeur Akora. Bienvenue pour nous aider. Alors, je suis sûre qu'il nous a entendus et il reviendra peut-être sur ce plateau pour nous donner le nom du masque dans nos langues locales. Mesdames et messieurs, merci d'être restés avec nous sur Horizon Culture. Nous passons à présent à une autre rubrique, Nature et bien-être. Nature et bien-être ce soir revient sur la loi UPOV, mais avant je vous invite à suivre ce reportage de Thibaut Maffon revisité par Cécile Roundé sur les semences. Premier intrant de la culture, les semences sont indispensables dans le système agricole. Constituées essentiellement de graines, de bulbes, de tubercules, de noyaux et de pépins. Elles sont issues d'une partie de la récolte passée réservée pour une culture prochaine. C'est nous-mêmes qui produisons, et tels que Grande Morelle, et Amarante, et Chayo, que nous appelons basilic, et il y a d'autres que nous-mêmes nous produisons. Au Bénin, certaines semences proviennent d'ailleurs et pour cause, la non-disponibilité de ces dernières au niveau local. Cependant, il se pose un problème de conservation. Les autres produits, ça vient de l'Europe, aux Pays-Bas, en France, tels que les laitues, c'est-à-dire les salades, les carottes, un peu de tout. Les produits qui viennent de l'Europe. Parce que les méthodes de conservation, des fois, on n'a pas le résultat. Les pépinières que nous faisons, nous n'avons pas les 80% de germination. Peut-être c'est pour pallier à ces difficultés que le gouvernement œuvre désormais pour son adhésion à la Convention internationale de la protection des obtentions végétales UPOV. Une loi qui porte sur les variétés de culture. Mais les paysans, paysannes et les acteurs de la société civile se disent être contre cette démarche de ratification. Pour eux, la loi UPOV ne profite pas le Bénin. Voilà, ce soir, nous parlons de la loi UPOV, une convention internationale qui réglemente les semences, mais la société civile se dit contre la ratification du Bénin. On se demande c'est quoi la loi UPOV et pour en parler avec nous, nous recevons Toussaint Serbo, il est naturaliste, Patrice Serbo plutôt, il est naturaliste, comment vous allez? Oui, très bien, merci madame. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Déjà, dites-nous, comment vous comprenez la loi UPOV? Bon, il n'y a pas question de comprendre la loi. Celui qui veut comprendre prend la loi. Il y a deux choses, il ne faut pas confondre deux choses. Il y a l'avant-projet de loi que les Béninois sont en train de proposer à l'Assemblée nationale. Ça, c'est autre chose. C'est une loi interne. Ici, il y a la convention, c'est-à-dire l'UPOV, c'est l'Union pour la protection des obtentions végétales. Et ils ont dit après que c'est une convention. Ça, c'est autre chose aussi. La convention UPOV, c'est une convention qui n'est pas de chez nous. C'est quelques individus commerçants de semences dans le monde qui se sont réunis et ils sont allés chercher la caution de certains pays, la France notamment, depuis très longtemps. C'est dans les années 56. Et finalement, ils ont pu se constituer et la première monture est née en 1961. Donc, contrairement aux conventions sur la diversité biologique, aux conventions sur le changement climatique, aux conventions sur les droits des femmes, par exemple, qui sont d'utilité publique, ici, c'est des privés, quelques privés qui se sont réunis pour défendre leurs intérêts et pour être plus clair,
Ils veulent œuvrer, travailler pour la privatisation des semences dans le monde entier. C'est ça qu'il faut comprendre. Alors, qu'est-ce que nous avons à perdre en votant cette convention-là? Pour que les gens ne parlent pas d'interprétation, oui, si vous me permettez, parce que moi j'ai lu les 42 articles qui sont contenus dans la convention. On ne pourra pas tous les citer. Je n'ai pas dit tout. Je vais vous dire, regardez, nous sommes ici dans une entreprise. Vous voulez me recruter. Vous me montrez les clauses. Si je ne suis pas d'accord, je ne viens pas. C'est ça, oui ou non? Si, c'est ça. Vous avez votre chambre à la maison, vous êtes propriétaire, vous avez dit, je suis locataire, je veux louer. Voici les clauses. Si je ne suis pas d'accord, je ne rentre pas. Mais si je ne rentre pas, c'est parce que je n'ai pas vu mes intérêts. Ici, voilà des privés qui ont écrit un document pour dire, si tu veux venir chez moi, là, voici ce que tu vas respecter. Tout le monde n'a pas lu les articles comme vous, donc partagez déjà avec nous le contenu de ces articles-là qui fait du moins que certaines ONG ne sont pas d'accord pour la convention. Le refus de l'UPOV est dans le texte UPOV lui-même. D'accord. Article 3 dit ceci. Lorsque vous êtes un pays nouveau et vous voulez rentrer dans UPOV, vous amenez 15 variétés de votre patrimoine semencier. Vous déposez ça. Après 10 ans, vous donnez la totalité de tout ce que vous avez comme patrimoine semencier. Vous avez entendu? D'accord. Ça fait 1. Article 5. Si vous voulez rentrer dans l'UPOV, on dit, nous là, nos semences là, c'est a des caractéristiques de nouveauté, d'homogénéité, de stabilité, de ceci, et que, voilà, et toutes les semences doivent rester comme ça. Nous sommes dans une nature où on dit, ça veut dire que l'article 5 dit que l'UPOV a créé des semences. D'accord. La semence n'est pas le micro qui est devant moi. La semence n'est pas une voiture. La semence n'est pas les bijoux que vous avez portés. La semence a une vie qui peut créer une semence. D'accord. Alors, vous avez entendu ça? Je vous entends. Article 14. Je vous entends très bien, mais il faudrait quand même qu'on puisse faire un peu la part des choses. Il y a quand même des producteurs qui sont contents, qui ne demandent peut-être qu'on ratifie cette convention. Parce que pour eux, on règle un problème de semences qui parfois se pose avec acuité sous nos cieux. Ils vous ont dit ça? Je vais vous dire deux choses. Monsieur Sagou. Pour vous dire que ce n'est pas du tout ça. D'accord. Vous avez, je vais vous dire, depuis des millénaires, si nous avons aujourd'hui manioc, igname, riz, des feuilles pour nous soigner, c'est des gens qui étaient dans des conditions très difficiles et qui ont regardé dans la nature et qui ont vu que ça peut nous faire ceci. On appelle ça domestication. Ils l'ont fait pendant des millénaires avec leurs connaissances et vu les conditions qu'ils vivaient. Ça veut dire qu'ils ont des droits sur ces semences-là. Vous créez une perte alors. Vous créez une perte de notre identité. C'est pour cela que je vous ai dit qu'aucun paysan n'a dit ce que vous avez dit précédemment. Ça, vous ne pouvez pas l'affirmer tout de go. Vous n'avez pas parlé à tous les paysans, non. Pourquoi? Vous ne pouvez pas parler en leur nom. Pourquoi je l'affirme? Vous êtes naturaliste, vous ne pouvez pas parler au nom des producteurs. Je l'affirme parce que les parlementaires européens ont vu le danger venir. Ils ont écrit des lettres, des recommandations aux pays en voie de développement pour dire n'acceptez jamais le pauvre. Je n'invente rien. J'ai amené tout ici. Si vous permettez, je vous lis ça. Deuxième chose, il y a eu le droit des paysans et des personnes vivant en zone rurale. Et ce droit a été dédié aux paysans et le Bénin a ratifié ça. Ce droit dit quoi? Entre autres, permettez aux paysans d'échanger, de vendre, de disposer de leurs semences comme ils vendent. On dit l'État doit reconnaître tous ces droits-là aux paysans. Le Bénin l'a ratifié. Donc pour vous, nous risquons d'avoir deux conventions qui se chevauchent. Si on a lu l'UPOV avant de le proposer à nos parlementaires pour dire le Bénin doit adhérer. Si nous avons un catalogue qui a mis tous nos biens, c'est comme un vieux qui veut mourir. Il met dans un document l'ensemble de tous ses biens et il dit, lorsque je vais mourir, je le donne à mes enfants. Mais ici, on n'a même pas un catalogue. Et on dit, lorsque l'étranger vient, il fouille votre catalogue, il ne trouve pas ce que vous avez oublié et qu'il va chercher ça là. Ça ne vous appartient plus, même si ça se trouve sur votre territoire.
C'est quoi ça? D'accord. Personne ne peut accepter D'abord, ça. c'est cette perte-là qui, pour De vous... souveraineté. Voilà, c'est de C'est souveraineté. perte de souveraineté. Oui. Et de tout le patrimoine semencier. Et lorsque je parle de semences, je ne parle pas seulement de ce qu'on mange. Ce n'est pas maïs, ce n'est pas haricot. C'est l'ensemble de tout ce que nous avons qui pour nous nourrir. C'est l'ensemble de tout ce que nous avons pour nous soigner. C'est l'ensemble de tout ce que nous avons pour nourrir nos animaux. D'accord. C'est tout un Maintenant, est-ce que vous ensemble. craignez aussi une perte, justement, de ces semences-là, dans leur intégrité? Moi, je vais vous dire quelque chose. Oui. Lorsqu'on dit on crée, on ne peut créer que par voie biotechnologique. On ne peut créer par le biais des organismes génétiquement modifiés. Puisque nous n'avons plus de loi aujourd'hui, les gens vont profiter par là pour dire on introduit insidieusement. L'autre chose, lorsque, ici, vous avez parlé du droit du consommateur, j'ai bien entendu, je choisis ce que je veux manger. Mais ici, lorsqu'on vous amène des semences, on vous impose pour dire ce que moi j'amène là, c'est ça que vous allez utiliser parce que vous êtes un marché pour moi. Il n'y a rien de bon du tout. Si on retranchait les aspects qui dérangent, est-ce qu'on pourrait avoir... Comment une vous allez convention? retrancher des aspects de l'UPOV? C'est leur UPOV. C'est comme si moi, je suis votre locataire, je viens chez vous, je dis, ah, madame, vous devez enlever des dispositions de votre clause pour que moi je vienne. Pourquoi? Ce n'est pas ça. Donc, soit on prend, soit on jette, en fait. Ils ont dit, vous prenez l'article 30, dit que nous ne reconnaissons même aucun dispositif local qui protège vos semences. Un format Le plus vrai élargi. de- Monsieur de- Sabo, il ne faut- vous inquiétez vous pas, voyez, on donc c'est aura un ça. format de 52 Voilà, minutes. tu ne manges pas, tu perds ta souveraineté. Monsieur tu perds ta Sabo, dignité. C'est un peu comme ça. permettez qu'on passe au Merci journal. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette émission Wikeko. À cause du chômage, les jeunes se sont donnés au travail qu'on appelle l'ANAC. Ce phénomène a pris depuis quelques mois une allure vraiment inquiétante. Suivez juste après moi la revue de presse et le décryptage. Tour d'horizon de l'actualité vue par les canards. Mesdames, Messieurs, bonjour. Ça ne sert à rien de prendre la décision de reculer après avant de mieux faire. Suivez Wikeko, votre magazine de l'actualité économique sur BB24 tous les dimanches à 11h et à 23h, les lundis à 11h et les mardis à 5h. D'un pays, lorsqu'on voit des Ivoiriens s'habiller. Pour parler de l'épargne, il faudrait que nous puissions convoquer deux concepts importants, le revenu et la consommation. Peut-on espérer une élimination définitive des sachets plastiques? Quand vous dites que chacun est né avec son travail, est-ce parce que vous n'êtes pas né avec le journalisme qu'au fil des temps, vous avez laissé le métier de côté? Au-delà de la production d'énergie, le taux d'électrification reste encore faible. Par rapport aux réformes dans le secteur du tourisme, comment est-ce que vous voyez ça? Je dis souvent que l'entretien sur BB24, c'est tous les dimanches à 22h, les lundis à 10h, à 16h30 et à 23h. S'exprime à travers une consultation du FA. Et bienvenue sur le grand rendez-vous de l'information axée sur le développement. Pour qu'on considère que le cœur a des modifications liées au sport, il faut d'abord une pratique sportive assez fréquente. À midi, je me couche. Que qu'en soient les problèmes que j'ai, à midi, je dors et à 15h, je reprends. Ceux qui se disent, qui se donnent de repos, c'est bien, mais on se donne de repos où? Aller sous nos échangeurs. Le grand rendez-vous, c'est du lundi au vendredi sur BB24 à 19h et à 0h. Existe. Autant savoir aujourd'hui qui vous amène à la découverte d'une filière. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette émission Wikeko. À cause du chômage, les jeunes se sont donnés au travail qu'on appelle l'ANAC. Ce phénomène a pris depuis quelques mois une allure vraiment inquiétante. Suivez juste après moi la revue de presse et le décryptage. Tour d'horizon de l'actualité vue par les canards. Mesdames, Messieurs, bonjour. Ça ne sert à rien de prendre la décision de reculer après avant de mieux faire. Suivez Wikeko, votre magazine de l'actualité économique sur BB24 tous les dimanches à 11h et à 23h, les lundis à 11h et les mardis à 5h. D'un pays, lorsqu'on voit des Ivoiriens s'habiller.
Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez à la une ce soir. La transfusion sanguine, souvent proposée en cas d'anémie, sauve des vies et améliore la santé. Mais il est de plus en plus difficile d'y avoir accès selon les normes à cause d'une mauvaise gestion des produits sanguins. Les produits maraîchers sont de plus en plus exposés aux aléas climatiques, notamment à la variabilité et aux extrêmes pluviométriques, ce qui n'est pas sans conséquence sur les cultures. Et puis le débat se poursuit autour des OGM, organismes génétiquement modifiés. Certains trouvent qu'ils améliorent la production, mais d'autres estiment que c'est un danger pour l'environnement. À nouveau, bonsoir. La sécurité transfusionnelle et les stratégies de prévention de l'anémie chez la femme enceinte préoccupent de plus en plus les professionnels de la santé, en l'occurrence l'Agence nationale pour la transfusion sanguine. Pour pallier la forte demande et favoriser une gestion optimale des produits sanguins, des mesures sont prises pour limiter l'expansion de la demande et planifier l'offre. Et si la transfusion sanguine s'avère une nécessité, elle peut ne pas être le dernier recours selon les spécialistes. Plus de précision. C'est une opération médicale qui consiste à injecter par perfusion intraveineuse du sang ou des dérivés sanguins. La transfusion sanguine intervient très souvent dans les cas d'anémie ou d'hémorragie. En Afrique, les anémies constituent la deuxième cause d'hospitalisation après le paludisme. Au Bénin, environ 60% des femmes enceintes et 50% des enfants de moins de 4 ans constituent des cibles vulnérables. En Afrique, dans la sous-région, la première cause de transfusion, ce n'est pas seulement l'anémie, mais c'est surtout les pathologies liées à la grossesse chez la femme enceinte, au cours de la grossesse ou dans le postpartum, c'est-à-dire après l'accouchement, mais c'est également les pathologies chez les enfants, les nouveau-nés et les nourrissons. Un constat qui nécessite une formation des agents de santé en gynécologie et en pédiatrie sur le traitement de l'anémie de la mère à l'enfant. Nous avons constaté depuis plus de 5 ans aujourd'hui que c'est le couple mère-enfant qui prend plus de 70% des produits que nous cédons aux malades. Aujourd'hui, accentuer la formation en prenant en compte de façon spécifique, en ciblant le couple mère-enfant. Lorsqu'on peut améliorer cela, lorsqu'on peut maîtriser ce couple, vous comprenez avec moi que nous allons faire un grand bond en matière d'utilisation du sang, en matière de prescription rationnelle du sang. Il s'agit donc, en formant ces agents de santé, d'améliorer la demande en poche de sang à travers une gestion rationnelle des produits sanguins. De temps en temps, vous entendez dire qu'il n'y a plus de sang à la banque. De sang, il n'y a plus de sang. Mais est-ce qu'on gère bien? Est-ce qu'on ne transfuse pas en excès? Donc il faut vraiment poser le diagnostic, l'indication de la transfusion avant de transfuser. Toutes les anémies n'ont pas besoin d'être transfusées. Donc nous voulons que le corps médical comprenne quand transfuser réellement pour que cela soit efficace. Donc nous sommes dit qu'en améliorant la capacité de ces différents acteurs, nous allons améliorer la demande. Et lorsque nous allons améliorer la demande, nous allons améliorer également la couverture. Parce que lorsqu'il y a moins de demandes, vous comprenez avec moi qu'on va améliorer la disponibilité et de cela améliorer le taux de satisfaction en disponibilité des produits sanguins de la population. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'accès au sang et aux produits sanguins impose un changement de paradigme en ces périodes d'irrégularité climatique. L'organisation recommande l'amélioration de la sécurité transfusionnelle et la mise en œuvre de stratégies intégrées pour mieux prévenir, diagnostiquer et traiter l'anémie chez la femme enceinte. Les organismes génétiquement modifiés OGM sont conçus dans le but d'améliorer les rendements de production. Pour certaines agences scientifiques et réglementaires, loin d'être dommageables pour l'environnement, ils sont plutôt une opportunité. Mais Patrice Sagbo en a toute une autre opinion. Il est ici au micro de Enoch Nkpati. OGM, organisme génétiquement modifié. Ça veut dire quoi? Les gens ont réussi à modifier le patrimoine héréditaire
des êtres vivants comme les animaux, les végétaux, les micro-organismes qu'on ne voit pas à l'œil nu, pour dire qu'ils veulent transformer ça pour obtenir des organismes nouveaux. Et tout ça se passe au laboratoire. L'exemple que nous connaissons, c'est l'exemple du coton génétiquement modifié de Burkina Faso. En dehors de ça, nous devons savoir que lorsque cette semence est mise au point, elle coûte plus cher, largement plus cher que les semences ordinaires, les semences conventionnelles. Deuxième chose, il y a des conséquences juridiques. Vous ne pouvez plus utiliser librement cette nouvelle semence-là parce qu'il y a des droits, des brevets dessus. Ça veut dire que privatisation, ça veut dire dépossession des cultivateurs de leurs semences. Ensuite, sur l'environnement, vous allez voir qu'on fait de la monoculture. C'est-à-dire qu'aucun autre arbre ne peut rester sur une surface sur laquelle on cultive des semences OGM. L'exemple de l'Argentine est palpable. Il n'y a pas d'oiseaux, il n'y a plus de papillons, il n'y a plus aucune abeille, il n'y a rien du tout. Et c'est ça aussi qui crée les gaz à effet de serre, qui crée le changement climatique. Il y a une autre manière de produire de manière saine pour l'agriculture, pour l'alimentation, pour la santé humaine et pour l'environnement. Nos petits paysans savent que lorsque le sol est épuisé, on peut faire de la jachère. Ils savent qu'on peut utiliser du compostage. Ils savent qu'on peut faire une rotation de culture. Ils savent conserver les semences. Ils savent faire tout ça. Ils ont besoin seulement que leurs conditions de vie, de travail soient un peu améliorées. Le Bénin aujourd'hui n'a aucune loi. On avait pris des moratoires et les moratoires ont expiré depuis 2012. Aujourd'hui, nous sommes sur un terrain sans loi et n'importe qui peut venir ici faire ce qu'il veut tout le temps et nous ne saurons même pas ce qui va se passer. On ne pourra même pas l'attaquer parce que nous n'avons aucun instrument juridique pour le faire. On parle à présent de la saison des pluies qui a commencé plus tôt que prévu et les acteurs du monde agricole ont été pris de court par les précipitations. Chez les maraîchers, les précipitations ont même créé de nombreux dégâts. Pour eux, la solution, c'est la canalisation des eaux de pluie. Edwige Agossou, Estelle Pazou. La pluie en agriculture est essentielle. Elle est même un facteur indispensable. Quand elle manque, la production s'en ressent. Quand elle vient précocement, comme c'est le cas cette année au Bénin, elle bouleverse les cycles de production. Cette vague de pluie précoce dans le monde agricole vient pour bouleverser totalement le système de production agricole de notre pays, où les producteurs de base ne savent plus quoi faire et sont laissés à des aléas inexplicables du monde agricole. D'abord, la tomate, les piments et les cannes à sucre ont été totalement inondés. Et arrivé au niveau des TFM, la lecture qui est normalement faite pour des fins de données ont commencé par reçu des tâches liées au développement rapide des champignons qui n'étaient pas prévus et tout le système agricole est bouleversé. Selon les experts du Fonds des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO, l'eau utilisée pour l'agriculture provient essentiellement des précipitations. En tenant compte des changements climatiques, de la rareté et de la précocité des pluies, ils appellent les États où l'agriculture a une place prépondérante à mettre en place des systèmes de stockage. Dans le rang des maraîchers béninois, la solution est envisageable. Aujourd'hui, on peut penser à remédier à ces problèmes parce qu'il y a des canalisations d'eau qu'on peut faire un peu partout pour orienter un peu les eaux des pluies vers des bassins de retenue d'eau qui pourront servir à d'autres fins et que nous, en tant que producteurs, après ces pluies, on peut avoir quand même nos productions sous la main pour quand même bénéficier de la rentabilité de cette production. Lorsqu'on parle de la canalisation, je ne veux pas parler de la canalisation de moi, mon site. Non, je ne veux pas parler de la canalisation de mon quartier, non. De ma commune, non. C'est du Bénin entier. Au Bénin, l'agriculture pluviale reste dominante. Elle occupe 90% des terres cultivées. Et si rien n'est fait, la précocité des pluies expose le pays à la baisse de rendement et donc à une flambée des prix des denrées alimentaires.
En bref, la 9e conférence de l'Association africaine d'évaluation AFREA s'est ouverte cette semaine à Abidjan autour du thème « Accélérer le développement de l'Afrique, renforcer les écosystèmes nationaux d'évaluation ». Cette conférence, qui rassemble environ 650 participants venus de 60 pays, permet de faire d'Abidjan la capitale de la promotion de l'évaluation, instrument indispensable pour apprécier les politiques publiques. L'enjeu de cette conférence est de voir comment l'évaluation peut permettre d'assurer le développement et faire en sorte que les gouvernements soient responsables vis-à-vis de la vie des populations. Au Sénégal, le trachome, cette maladie des yeux, est peu connue par les populations. Et même si le nombre de cas a régressé ces dernières années, la maladie continue encore de sévir dans certaines zones où quelques cas sont décelés. Claire Diop de la radiodiffusion télévision sénégalaise nous en dit un peu plus. Au service ophtalmologie de l'hôpital El Hadj Ibrahima Niass de Kaolack, comme tous les matins, ils sont plus de 50 patients à faire la queue pour rencontrer le spécialiste. Motif de consultation, des douleurs ressenties au niveau des yeux. Dans la salle de chirurgie, Dr Seyban Diop est trouvé en train d'opérer un malade. L'homme d'un certain âge souffre d'une maladie appelée le trachome. Le trachome n'est d'autre qu'une infection, une maladie de l'œil, une maladie qui atteint plus particulièrement les conjonctives et la cornée, raison pour laquelle on dit que c'est une kératoconjonctivite infectieuse spécifique de transmission transmissible et d'évolution généralement chronique. L'évolution est chronique puisque ça va avec le temps. Le trachome affecte presque toujours les deux yeux. Les symptômes commencent par une légère démangeaison, une irritation au niveau de l'œil et des paupières. Si pas bien traitée, la maladie évolue au fil des années et peut entraîner la cécité. Il est donné par un microbe qu'on appelle le Chlamydia trachomatis. C'est une bactérie. Ok? Voilà. Bon, c'est une maladie infectieuse qui entraîne une lésion cornéenne. Si la maladie n'est pas traitée, ça évolue jusqu'à une atteinte de la cornée. Raison pour laquelle on dit que c'est une maladie, c'est une kératoconjonctivite. Le trachome, une maladie liée à l'hygiène de vie, ça cible des sujets vivant dans des communautés défavorisées. La pathologie est extrêmement contagieuse au stade précoce. Au début, c'est une conjonctivite banale. Les signes fonctionnels sont vraiment discrets, c'est-à-dire le malade se présente comme quelqu'un qui a une conjonctivite banale. Il a une sensation de cuisson, une sensation de grain de sable, une sensation de picotement. À ce stade, le diagnostic est clinique. Les symptômes de la maladie sont entre autres l'hyperémie conjonctivale, une œdème palpébral, une photophobie, un larmoiement. Un diagnostic précoce et un traitement adéquat permet de venir à bout du trachome. L'appel est lancé pour le respect strict des règles d'hygiène, l'accès à l'eau en quantité et en qualité, mais aussi l'accès à des services de santé sont essentiels pour prévenir la maladie. C'est tout pour cette édition. Merci de votre aimable attention. Bonne fin de semaine de travail à toutes. Uvex Balogun, merci à vous. On vous retrouve semaine prochaine. En attendant le dernier plateau du grand rendez-vous, on finit en beauté. Beauté au pluriel. Voilà, sur ce plateau, on reçoit Fulgencia Rotondi et son invité, mais ce ne sera pas sans avoir suivi ce reportage, mesdames et messieurs, tout de suite. Rideaux, canapés, divans, lampes, chaises, ce sont là quelques accessoires de décoration d'intérieur qu'on retrouve dans cette galerie. Ces objets décoratifs permettent de rendre somptueux et chaleureux le cadre de vie. Cette touche particulière qui vient mettre en valeur une pièce et épater ses convives. Bon, là, nous avons tout ce qui est mobilier de décoration et des accessoires aussi de décoration. Il y a des privés qui viennent acheter
Et il y a des décorateurs aussi qui passent acheter avec les clients aussi, qui les accompagnent pour faire le choix, les aider à choisir, à mieux agencer tout ce qu'ils veulent mettre dans leur intérieur. Pour rénover son institut de beauté et pour le confort de ses clients, Dame Patricia a loué les services d'un décorateur d'intérieur. Elle se réjouit du résultat. Je ne connaissais pas le décorateur. Au fait, il a fait la peinture quelque part chez une de mes collègues. Et j'ai vu, ça m'a plu, c'était très joli et j'ai voulu l'avoir aussi. Alors le beau, je le veux à n'importe quel prix, à tout prix et à n'importe quel prix. Je lui ai juste dit mes couleurs, je lui ai parlé de mes couleurs et il s'est débrouillé pour le reste. C'est vrai qu'il a fait des agencements et c'était parfait. Et déjà, je me sentais bien dans mon cadre. Plutôt que de faire appel à un spécialiste, certains préfèrent le faire eux-mêmes et se laissent ainsi guider par leur inspiration. Oui, bon, j'ai décoré ma maison une fois. Je l'ai fait la décoration en fonction de mon goût. Non, on achète la même simple. Ce qui est simple là, pour disposer, tu vas savoir. Ceux qui ont beaucoup d'argent pour acheter les meubles de 600 ou 1 500 peuvent faire appel aux gens décorateurs. Pour pouvoir décorer, c'est un ensemble de choses. Parce que, qu'est-ce qu'on dit? On dit pour décorer, il va falloir tenir compte des mobiliers, des accessoires, des lumières et tout ça. Donc, c'est un ensemble. S'il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de décoration. En fait, c'est la lumière qui donne la vie dans l'intérieur d'une maison. Pour avoir un décor parfait, l'expertise d'un décorateur d'intérieur est recherchée. Ce métier, autrefois méconnu du grand public, gagne aujourd'hui du terrain. Si vous êtes fatigué de la routine et avez envie de relooker votre maison, le décorateur d'intérieur est là pour répondre à votre besoin. Voilà, Fulgencio Routondi, vous avez pu dénicher la voix de Karamata Ouattaraou que nous remercions justement au passage. Fulgencio Routondi, avec vous, on s'intéresse à la décoration d'intérieur, mais j'aime bien la chute. On dit que pour briser la routine, il faut changer son décor. Tout à fait, vous avez raison Agnès. Bonsoir à Agnès, bonsoir aux amis téléspectateurs. La semaine dernière, nous avons parlé de la décoration événementielle et cette fois-ci, je vous emmène dans l'univers des décorateurs d'intérieur. Et pour ce faire, nous avons ici sur ce plateau M. Ghislain Rodonou. Il est décorateur d'intérieur. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Eh bien, dans le reportage que nous avons suivi, on constate aujourd'hui que vous êtes de plus en plus sollicité, mais certaines personnes se demandent quand même à quoi ça sert un décorateur? Est-ce nécessaire de faire appel à un spécialiste pour aménager son cadre de vie? Okay, merci beaucoup. Il faut d'abord connaître la définition de la décoration d'intérieur. À quoi ça consiste d'abord? La décoration d'intérieur consiste à aménager un espace pour le rendre fonctionnel et agréable. Elle mélange un aspect technique, esthétique et aussi psychologique. Et qu'elle soit privée, publique ou commerciale, d'abord. Maintenant, le décorateur d'intérieur, c'est un spécialiste chargé de l'aménagement. Il est chargé de l'aménagement pour donner à votre lieu de vie une ambiance donnée. Parce qu'une fois chez vous, vous devez vous sentir à l'aise. Donc, c'est d'abord un art. C'est un art. Et il faut à tout moment le montrer à travers les accessoires et les dispositions chez vous. Et justement, parlons d'accessoires. Quels sont les éléments indispensables qu'on doit avoir dans une maison, par exemple? Bon, quand on parle d'accessoires, il y a d'abord les accessoires décoratifs, c'est-à-dire les fleurs, les jeux de lumière qui sont dedans, les ours qu'on peut mettre déjà dans les canapés. Tout ça, c'est des accessoires. Maintenant, on prend la salle à manger. Le canapé lui-même n'est pas un accessoire? Non, c'est un mobilier. C'est un mobilier carrément. Oui, un mobilier. Quand tu prends la salle à manger, juste de petits décors, des petits trucs, des objets que tu trouves, par exemple, quand je prends la pomme, peut-être c'est en
en plastique, avec une belle couleur, que tu mets dans un coin, c'est un accessoire décoratif. Juste pour agrémenter, Voilà. agencer aussi. Et lorsque un client vient vers vous et demande vos conseils, quelle est la première étape? Waouh. La première étape, il faut d'abord visiter le lieu. Ok. Parler avec le client, savoir ce que le client veut, connaître ses goûts et en fonction maintenant de ses goûts, lui faire une proposition de déco. C'est-à-dire tu fais une conception où il voit déjà un peu comment son intérieur sera. D'accord. Oui. Mais si vous avez en face un client qui a des goûts un peu trop particuliers et que vous-même, vous avez l'impression que le local n'est pas vraiment fait pour ce genre de décoration, comment vous faites pour le convaincre? En fait, est-ce qu'il n'y a pas de local qui ne soit pas pour la déco d'un client? Non, archi faux. En fonction de l'espace. Voilà. Tu peux avoir 1 mètre carré, demander à un décorateur que tu veux jacuzzi dans la douche. Mais le décorateur, il a l'obligation de te trouver le jacuzzi dans la douche. Il doit te mettre ça et te mettre encore un lavabo. C'est pour ça qu'on a des trucs encastrés. Donc l'objectif, au fait, de la déco, c'est d'avoir plus d'espace. Mais mettre des choses, mais avoir encore d'espace pour pouvoir circuler. D'accord. Donc l'espace ne pose pas de problème. Le problème ne se pose pas au niveau d'espace. Non, en termes d'espace. Parce que si tu es décorateur, que tu ne peux pas exploiter l'espace, ce n'est pas la peine. C'est d'abord ça. Donc, si le client te parle, maintenant c'est à toi de montrer au client que oui, là, c'est bon. Ici, ce n'est pas bon. Si on fait ça, tout ne serait pas bien. Mais tu ne peux pas rester figé à ta place. Mais il y a quelque chose qu'on appelle en marketing l'esprit marketing. Donne au client ce qu'il veut et vous n'aurez pas de prise de problème. Et lorsque vous parlez de mobilier et tout, le choix, comment est-ce que vous le faites? Est-ce que vous allez avec le client dans une boutique de décoration, par exemple? Vous le faites comment? Bon, ça dépend. Il y a des clients, ils t'appellent en fonction de leur budget. Ils ont les mobiliers qui sont là, tu viens, tu fais l'aménagement. Maintenant, quand tu veux parler de décoration, c'est-à-dire c'est vide. Tu fais le budget que tu amènes au client et ensemble, soit vous allez ensemble choisir, soit ils te laissent, tu fais la déco, de la peinture à la lumière et à l'aménagement. Et pour un relooking, par exemple, quels sont les types de décorations que vous proposez? Bon, le relooking, la déco est peut-être contemporaine, exotique, classique, traditionnelle ou même moderne. Et là, vous parlez des thèmes, hein? Oui. Mais quelle est la décoration la plus prisée? Celle qui est vraiment demandée? Bon, actuellement, c'est exotique. Décoration exotique. Oui. Qu'est-ce qui rend ça exotique? C'est simple et coquet. Elle est très simple et coquette. C'est-à-dire, il y a le relooking d'abord, tu prends le goût du client, que tu rajoutes le tien. Le client va vouloir certaines choses. Donc, il faut être exotique parce que le client va vouloir le beau, mais le plus simple possible. Alors, quelles sont les tendances aujourd'hui en matière de décoration d'intérieur? Bon, aujourd'hui, les tendances varient par pays. Hein. Quand je prends le Bénin, par exemple, on adore notre tradition. Donc, aujourd'hui, on peut dire, c'est maintenant, ça prend plus dans la tendance des papiers peints, des couleurs fortes au salon pour taper à l'œil quand le client descend. Bon, quand tu as un invité plutôt. Et après ça, aujourd'hui, il y a la tendance 3D. 3D, ok. Oui. La tendance 3D, oui. C'est-à-dire la décoration en 3D, en trois dimensions. Tu vois la déco en réel. C'est-à-dire quand par exemple, on peut te faire la déco sol en 3D. Ou tu vas penser peut-être que c'est l'océan. Avec un requin qui est bien au milieu. Et quand tu vas vouloir faire la marche, le jour, si tu viens par surprise, tu risques d'avoir peur de mettre pied. Sur le requin. Voilà, sur le requin. D'accord. Donc, c'est des choses pour monter plus les images de la déco. Je ne sais pas si le réalisateur peut nous aider. Il y a une image, j'ai vu un mur vert. On se rend compte souvent que dans beaucoup de salons maintenant, pour la décoration au niveau de la peinture, on a un seul mur qui a une couleur criade et tout le reste a la même couleur. Oui, ça permet de créer une vision d'espace. C'est-à-dire, tu vas penser que l'espace peut être petit. Juste cette couleur va faire que l'espace, à vue d'œil, tu vas penser que c'est grand. C'est en fait ça. C'est des jeux de lumière et de couleur sur l'œil.
C'est en fait ça. Maintenant, avant, nos parents avaient l'habitude de passer une peinture au salon complet. Et même dans toute la maison. Dans toute la maison, sans pour autant savoir qu'il y a des peintures pour chaque espace de la maison. Ah, d'accord. Au niveau de la cuisine, il y a des couleurs qu'il faut. Dans la chambre des enfants. Tu imagines, tu as un invité, ou tu étais déjà peut-être en réunion, l'invité vient t'attendre, on dit qu'il est dans le rôle. Et tu mets du bleu dans le rôle. Je te jure que d'ici 30 minutes, l'invité va dormir. Ah bon, ça fait avant dormir. ton arrivée. Oui. Ah oui? Oui. La couleur bleue? La couleur bleue. Par contre, le jaune va l'éveiller. Parce que ça va scintiller tout le temps. Il pourra t'attendre sans voilà. Tu as vu le rouge, des couleurs frappantes. C'est pour ça souvent on casse, soit tu as du vert sur un pan de mur et des deux côtés tu as du blanc ou du beige. Alors, parlons de la clientèle. Voilà, ça se voit là en image. Oui, oui, oui. Ok. Oui. Là, c'est une chambre de femme, ça. Chambre d'enfant. D'enfant. Chambre d'enfant. Mais une fille. Une fille. Justement, sur le matelas aussi, on voit qu'il y a de la décoration avec les coussins, les accessoires tout ça, et les tout. accessoires. Oui, tout ça, c'est pour donner du plaisir au sommeil. Du plaisir au sommeil. Oui, quand tu vois le lit qui est bien dressé. Mais est-ce qu'on dort mieux, Fusée Saroutouni? On dort mieux dans une chambre décorée, je me demande. Oui, vous faites des rêves, j'imagine. Je voulais aborder ce point. Il y a les clients qui disent que vraiment le coût n'est pas abordable et tout. Quelle est la clientèle qui vient vers vous solliciter votre expertise? C'est la classe moyenne. La classe Parce que la déco d'intérieur, c'est les moyens. Et tout ce qui est beau a un coût. Mais à moins de coût, est-ce qu'on ne peut pas avoir quelque chose de joli, de confortable? C'est clair. Tu en auras. On se dit, si c'est la main-d'œuvre locale, si ce sont nos produits et que nous avons nos accessoires ici, le coût ne sera peut-être pas le même. Surtout au niveau des rénovations, le coût est moins. Le rolling est un peu plus cher parce que tu fais tout au départ. Mais la rénovation, il y a des choses qui existent. Tu utilises les anciens, tu rajoutes. Vous aurez juste à aménager. Voilà. On rajoute des choses et puis bon. Ok. Agnata, on retient que la décoration d'intérieur, c'est indispensable de nos jours. Oui. Il faut faire appel à un spécialiste pour nous aider à agencer les couleurs, à faire la décoration dans notre maison. Voilà. Fusée Saroutouni, je vous vois bien ruiner monsieur pour une décoration d'intérieur. Je vais le faire. D'accord, j'espère qu'il nous suit et qu'il sait dorénavant qu'il va débourser pour ça. Mesdames et messieurs, vous savez donc un peu plus ce qu'il faut pour la décoration d'intérieur. Faites appel aux experts pour aménager votre quotidien et surtout pour briser la routine. C'est terminé pour Beauté au pluriel. Nous passons à présent à une autre rubrique. Vous le savez, c'est l'ActuWeb. Voilà, ce soir, nous recevons Adonis Bourou, notre spécialiste web. Il a 4 informations. L'information sur la toile ce vendredi est très riche. Adonis Bourou, bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Je vais très bien. Vous me dites dans les coulisses qu'il faut supprimer son compte Facebook. Et là, j'ai été choquée tout de suite. Pourquoi supprimer son compte Facebook? C'est pas moi qui le dis. C'est Brian Acton, le cofondateur de WhatsApp, qui a été conférencier avec, à l'université de Stanford hier lors d'un forum habituel. Devant des étudiants de Stanford, il les a dit qu'il faut supprimer leur compte Facebook. Eh bien, pourquoi? Vous n'êtes pas sans savoir que Facebook a racheté WhatsApp donc pour des millions de dollars. Donc, c'est une intervention de mercredi au cours de laquelle il a partagé le même panel avec Eleonora Israrin. C'est une ancienne ingénieure à logiciel de Facebook et cofondatrice aussi d'une initiative. C'est la deuxième fois que Acton apparaît pour mener des interventions contre l'utilisation actuelle de Facebook. Oui. Il l'a dit qu'ils ont vendu en temps les données confidentielles des personnes pour des millions de dollars. Il ne l'a pas fait sciemment, mais il l'a dû faire en fonction de la société qui gère. Il y a des employés, donc il s'est dit qu'en revendant cela permettra aux employés de subvenir avec certains besoins. Il faut supprimer son compte Facebook à cause de la façon dont Facebook est géré actuellement. Il faut supprimer son compte Facebook à cause de la façon dont WhatsApp est en train d'être géré, parce que Mark Zuckerberg est en train de vouloir mettre des publicités dans WhatsApp pour pouvoir rémunérer les applications. C'est un problème de gestion. C'est beaucoup plus lié à ce que, au début, Facebook n'avait pas été créé pour devenir une entreprise
qui va engranger des milliards de dollars. Mais à cause des dernières lignes directives qu'il est en train de prendre, où il y a eu plusieurs scandales liés à cela, c'est la deuxième fois que Acton est revenu encore sur la scène pour nous dire de faire attention. Et de supprimer notre compte Facebook, mesdames et messieurs, je ne sais pas pour vous, mais le conseil, vous l'avez. Supprimez votre compte Facebook. Nous passons à une autre actualité. 3 organisations portent plainte contre un documentaire. Oui, un documentaire a été diffusé en France. 3 associations de fans français de Michael Jackson portent plainte pour préjudice moral contre les 2 auteurs d'un documentaire consacré au roi de la pop. Ces 3 associations qui sont choquées par le documentaire Living Neverland, qui est un documentaire où le roi de la pop est accusé d'abus sexuels. Les 2 auteurs américains, Wade Robson et James Bond, sont donc cités à comparaître le 4 juillet prochain. D'accord. Ces associations et que disent les proches de du roi de la pop? Bon, je sais pas, on n'a pas vu. On n'a pas encore eu leur avis. Sinon, ces 3 associations, comme dans leur plainte, ont cité d'atteinte grave et caractérisée à la mémoire du mort. Atteinte grave à la mémoire du mort. Qu'il repose en paix, le roi de la pop. WhatsApp, Facebook, Messenger et Instagram, on en parle. Oui, vous n'avez pas constaté, de la nuit du mercredi au jeudi, il y a eu un bug. Les 4 réseaux sociaux étaient en panne. Difficile d'envoyer des messages aussi bien sur Facebook, sur Messenger. Surtout des messages audio, on a remarqué. Ça, c'est sur WhatsApp. Oui. Mais sur Facebook, il était difficile pour certaines personnes de publier sur leur page et aussi sur leur compte. Ça, c'était une panne qui a eu lieu entre la nuit du mercredi à jeudi, avec le hashtag Facebook Down, c'est ça. Maintenant, quand cette panne-là survient sur ces réseaux sociaux, puisque c'est la même entreprise qui gère ces 4 réseaux sociaux, les gens sont obligés de se rabattre sur Twitter. Nous allons juste relever quelques avis de cette personne. D'accord, on vous écoute. À la Kazam Jackass, « Hey Twitter, help me, je ne peux pas poster de photos ni dans Messenger ni sur Facebook. Quelqu'un sait pourquoi ?» L'autre commentaire de Lucas, et les ingénieurs de Facebook, vous avez essayé de débrancher les serveurs et de les rebrancher après avoir attendu 10 secondes. Comme on fait ici, là, c'est ça, non? Voilà. Comme chacun fait chez lui. Qui était, tu rallumes 15 secondes après. Facebook en parle le lendemain des 30 ans du web. Et quand tu ne peux plus publier sur Facebook, tu vas sur Twitter. Tu vas sur Twitter. Le dernier commentaire, c'est de Karim. On a la réponse à tous nos bugs concernant Facebook down, Instagram down et WhatsApp down. Mais je me demande finalement, Adonis Boron, si on pourra s'en passer de ces réseaux sociaux. Ils sont tellement ancrés dans les habitudes aujourd'hui qu'au moindre pépin, tout le monde s'en rend compte tout de suite. On peut s'en passer. Tout est question de vouloir. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont connectées sur Facebook il y a un moment. Il y a des gens qui n'ont même plus de compte Messenger. Il y en a qui n'ont même pas de compte Instagram. Donc, peut-être pour WhatsApp, c'est là qui sera un peu compliqué. Sinon, pour les autres, je pense que... C'est possible. Oui, c'est possible. D'accord. Envoyer son téléphone qui dure 6 semaines, de quoi il s'agit? Eh bien, c'est Energizer qui a mis à disposition un smartphone dénommé Power Mask K18 qui peut durer jusqu'à 6 semaines, d'autonomie de 6 semaines. Alors, ça dépend juste de l'utilisation qu'on en fait? Non. La société de batterie Energizer, comme vous le savez, a présenté son propre smartphone au salon de 2019 à Barcelone, où il y avait la plupart des inventions. Elle a une autonomie de, comme je le disais, de 6 semaines, près de 5 caméras derrière. Ah d'accord. Et pourtant, ça fait 6 semaines. 6 semaines. Bon, c'est vrai qu'on connaissait déjà la pile Energizer. Eh bien, c'est parce qu'elle a une batterie de 18 000 mAh. 18 000. C'est beaucoup, hein? Oui. C'est une très bonne nouvelle. Et quand on le voit, se demande le coût. En voyant les photos, on voit déjà la taille que cela. Ça fait au moins, ça pèse 482 grammes, soit un demi-kilo. Adonis Boron, merci pour ces informations. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Nous acheminons vers les derniers instants du grand rendez-vous, le rappel de la météo.
Voilà, c'est le moment de notre citation. La citation ce soir vient de Martha Stewart et elle dit ceci: sans ouverture d'esprit, le succès est impossible. Sans ouverture d'esprit, le succès est impossible. C'est donc une citation de Martha Stewart. Merci d'être avec nous tout au long de cette semaine sur le grand rendez-vous. On se donne rendez-vous encore semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et excellent week-end.